Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, rencontre avec une actrice, enfant des plateaux de tournage, qui en accompagne nos soirées télé depuis près de 35 ans. Samantha Régnier débute près de son père, le célèbre commissaire Moulin, Yves Régnier, et poursuit sa carrière en étant l'aîné des enfants de la famille Ferrière dans Famille d'accueil. Samantha Régnier est comme une grande sœur pour les téléspectateurs. C'est donc cette grande sœur que je vous invite à connaître un peu plus dans Rencontre. Bonjour Samantha. Bonjour Franck, merci de me recevoir. De rien, c'est un plaisir. Plaisir. Qui est Samantha Régnier? Qui est Samantha Régnier? Eh bien, Samantha Régnier, c'est une femme aujourd'hui de bientôt 50 ans, mère de 2 enfants et une femme qui a plusieurs facettes. Une vie à Paris, une vie en Espagne. Voilà, déjà pour commencer. C'est une femme qui du coup se partage un peu. Ouais, c'est-à-dire que j'ai grandi beaucoup en Espagne et ma mère est restée vivre là-bas. Et donc j'ai un pied à Paris, un pied là-bas. Et en fait, en Espagne, je suis pas du tout reconnue de la même façon que je peux l'être parfois en France. Et je parle pas de ma vie professionnelle là-bas. Donc ça fait un peu 2 vies bien dissociées, quoi. Ouais, ça permet de vraiment vivre en fait, profiter pleinement de la vie sans les désagréments peut-être qui peut être fait à la réputation. Ouais. Non, très, très sincèrement, déjà et d'une, je ne suis pas non plus une star internationale avec une notoriété qui pourrait faire que ça devient invivable, parce que certainement ça doit être le cas pour certains. Donc voilà. Et en plus de ça, à chaque fois que les gens me reconnaissent, c'est toujours très bienveillant, quoi. Très bienveillant, ouais. Ouais, j'ai jamais eu de soucis avec des personnes agressives ou quoi que ce soit, jamais. Donc franchement, c'est pas ça. Mais par contre, c'est vrai que en fait, les gens se font une idée de vous par rapport à un métier, alors qu'on n'est pas limité à ce métier. En fait, je suis pas comédienne. Je pratique la profession de comédienne. Oui, voilà. Ouais. Je suis toute autre chose aussi. Et ça, en Espagne, du coup, voilà, les gens n'ont pas ils savent même pas ce que je fais, parce que ma mère, elle vit à Ibiza et que franchement, là-bas, les gens s'en foutent de savoir ce qu'on fait dans la vie. Donc c'est assez marrant, parce que la dernière fois, là, je parlais avec un garçon américain que j'ai rencontré et comme je rentrais à Paris pour un mariage, j'ai dit je rentre à Paris pour un mariage, et puis ah oui, au fait je t'ai pas dit, mon métier c'est comédienne, et donc je fais aussi des essais. Et il me dit ah bon, et ben moi j'ai cru que t'étais une fille, une hippie du marché, je pouvais pas imaginer ça, c'est rigolo. J'ai dit oui, ouais, c'est très bien que tu l'imagines pas, garde-moi en fille hippie du marché, c'est parfait. Voilà. C'était quoi l'univers culturel de la jeune Samantha adolescente, hein, un petit peu? Alors, justement, comme ma mère habitait à Ibiza, elle est partie vivre là-bas quand j'avais 13 ans. Donc, elle m'a mise en pension. Et comme malgré tout, même si ça a été un petit peu dur pour moi, parce qu'elle l'a décidé toute seule, on n'en a pas vraiment parlé. Je sais qu'elle l'a fait aussi pour mon bien, parce que pour elle, à un moment donné, c'était bien de se consacrer qu'à ses études. Et puis elle m'a mis en Suisse, en se disant bon là en Suisse, elle sera vraiment dans un contexte où elle rencontrera des gens qui lui permettront de se faire un réseau. Donc la Sam ado, elle a passé son adolescence en Suisse. Voilà. D'accord, ok. Et l'univers culturel, du coup, c'était t'avais l'univers classique en fait d'une ado des années 80. Par rapport à la musique. Ouais, musique, culture, livre. Ouais, en fait, j'ai découvert là-bas, déjà, je suis tombée amoureuse d'un garçon, mon premier amour, qui était passionné par la musique des années 70, et donc lui m'a vraiment fait découvrir toute la musique des années 70. On écoutait beaucoup de disques ensemble, et donc j'ai découvert
bah, tous les classiques, quoi, les Doors, comment dirais-je, Space Oddity, d'ailleurs, tu me disais pour le portrait chinois, certainement. Voilà, tout ce qui était de Woodstock, un côté très, c'est vrai, très hippie aussi, du fait de mon éducation à Ibiza. Donc, ma mère avait les cassettes de Woodstock. Hein, donc, petite, je les avais regardées, mais je reconnaissais pas les groupes. Et puis après, j'ai pu associer les groupes parce que je les ai découverts avec mon copain. Et voilà, donc c'était une, comment dirais-je, de formation sur les bases musicales qu'on a eues. C'est vrai que les années 70, c'était quand même super, super créatif, quoi. Oui, c'était une grande époque, une belle époque, voilà. T'as toujours eu le désir de faire ce métier de comédienne? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Moi, mon désir, c'était moi, j'adore les animaux. Donc, évidemment, quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Et puis, par la suite, comme j'ai commencé la plongée avec mon père, assez jeune, je voulais être océanographe. Voilà, c'était un peu mon rêve. Et puis, il se trouve que j'étais plutôt littéraire que scientifique, on va dire. D'accord, oui, ouais. C'est souvent ce qui arrive, du coup, quand on ne fait pas... C'est épargné dans l'air, ce rêve. Mais en revanche, je suis toujours passionnée par le monde sous-marin et j'adore toujours faire de la plongée et j'ai pas de regrets non plus parce que voilà, j'ai un parcours professionnel qui me plaît aussi. Voilà. Et puis du coup, pour faire de la plongée, côté Ibiza, ça doit être sympa. Non, sans plus. Sans plus, ouais. Il n'y a pas forcément de beaux spots. C'est sympa. Non, malheureusement, tu sais, la Méditerranée, les fonds sont plus exactement peuplés d'espèces autant qu'avant, quoi. Hein. Il n'y a plus de poulpes, il n'y a plus de tortues, enfin très peu. Donc non, après, moi, j'adore quand même cet état d'apesanteur sous l'eau et le côté un peu méditatif. Donc, quand on me propose d'aller plonger, je suis toujours contente de le faire, même s'il y a pas des tas d'espèces incroyables à observer. Hein, mais c'est, voilà, je ne classerai pas Ibiza dans le top 10 des plus belles plongées. D'accord. Avant d'évoquer ta carrière et surtout ta casquette de réalisatrice, on va écouter le nouveau single de Manu Chao en duo avec Letty. Tout est vaste. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Mon espagnol est très très mauvais. Hein. Je me réjouis de l'entendre. Vivir sin ti es vivir muriendo. Vivir así no lo recomiendo. Y así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti es morir queriendo. Cuando tú te vas, je reviendrai jamais. Je reviendrai jamais. Cuando tú te vas, je reviendrai jamais. Cuando tú te vas. Cantar pa' ti es clavarme espinas. Si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme espina. L'amour là m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le lave, j'ai mis de la distance. Une chanson, les larmes coulent. Malgré le lave, j'ai mis de la distance. Cuando tú te vas, cuando tú te vas. Vivir sin ti es salir corriendo a por tu sombra, la que yo me invento. ¿Será que a ti te importa un pimiento? Vivir sin ti como un casamiento. Non, ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir. Cuando tú te vas, Je t'emmène. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie. À toi de faire ton choix. L'amour là m'apaise à peine. je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais.
chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Cuando tú te vas, vivir sin ti es mi decedrina. Me pone más que la cocaína que te revienta por la letrina. Vivir sin ti es clavarme pina. Cuando tú te vas, je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le lave, j'ai mis de la distance. Une chanson, les larmes coulent. Malgré le lave, j'ai mis de la distance. L'amour là m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. cuando tú te vas, Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. C'était Toutes tes basses, extrait du nouvel album de Manu Chao en duo avec Letty, l'album Viva tout, qui marque le retour de l'ex-leader de la Mano Negra. Manu Chao sort le 20 septembre. Je suis en compagnie de Samantha Régnier dans Rencontre. Samantha, tu démarres ta carrière assez tard. C'était un choix de ton père ou collégial avec ta mère et toi Comme je le disais, étant donné que j'étais en Suisse et que je suis mes études là-bas, j'étais un petit peu loin du bal de Paris. Hein. Et puis quand je revenais à Paris, souvent je revenais pas à Paris et j'allais voir ma mère à Ibiza pour les vacances, des choses comme ça. Donc j'ai pas été particulièrement mêlée à la vie de mon père, bien que quand même je passais sur les plateaux. Quand je venais à Paris, je passais sur les plateaux, mais bon. Je crois pas qu'au départ il y avait une velléité de ma part d'être comédienne. Ouais, ce que tu nous disais tout à l'heure, voilà. Tu avais le souhait de devenir océanographe et du coup. Oui, après, voilà, j'aimais rentrer dans le monde de mon père pour être en contact avec lui, mais je m'étais jamais vraiment projetée en tant que comédienne. Et puis mon père aussi me disait que c'était pas un métier facile. Et qu'il valait mieux que je fasse autre chose, quoi. Ouais. Bon. Et puis en fait c'est ah oui, j'adore voyager aussi, j'aime vraiment beaucoup voyager, et donc quand j'ai passé mon bac, je suis partie quelques mois en Inde. À l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça, et c'est vrai que j'avais pas trop donné de nouvelles à mes parents, et donc quand j'ai appelé mon père, je crois qu'il avait un petit peu envie de me faire rentrer. Ça faisait longtemps que j'étais là-bas. Et il m'a dit, écoute, j'ai écrit, j'ai un petit rôle, mais vachement sympa. Et si tu veux, je t'attends, rentre et je te fais passer les essais. et en fait, c'est vrai que je courais un peu après ce papa depuis toujours. Hein. C'est un père qui n'est pas dans ma vie. C'est moi qui allait dans la sienne quand il me permettait de l'être. Et donc, le fait qu'il me propose officiellement de rentrer dans sa vie professionnelle, ça avait un sens énorme pour moi. J'avais envie qu'il soit fier de moi. D'accord. Je suis rentrée et j'ai passé les essais. C'était vraiment un petit rôle. Hein. C'était une journée de tournage. Et j'étais tellement émue. J'avais tellement envie de bien faire. Et c'était un rôle d'émotion. Donc, ça n'a pas été compliqué de lâcher les chiens, comme on dit. Et donc, il m'a donné ce petit rôle. Et le film n'est jamais sorti. C'était un commissaire Moulin. Et les fins a estimé qu'il était polémiqueux. D'accord. Comme ça. Oui, je ne sais plus. On va accepter ce mot. Rester dans le tiroir. D'accord. Et quelques années plus tard, il m'a proposé... son fils à l'écran, et malheureusement un jeune garçon a eu un accident de vélo. Il voulait pas le remplacer par un autre comédien. D'accord. Parce que ça se fait pas, quoi. Et donc il m'a proposé de jouer sa fille. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé sur les moulins. Sur les moulins, sur les commissaires moulins. Puis ensuite t'as enchaîné avec la famille Ferrière. Et après, voilà. Après j'ai eu mon fils. J'ai arrêté pendant un petit temps et puis j'ai recommencé en prenant des cours
chez Steve Calfa, aux Ateliers de l'Ouest à l'époque. Et je me souviens, on m'a appelé pour passer un casting et donc c'était famille d'accueil. Et puis quelques jours plus tard, on m'a appelé pour me dire bon bah c'est toi qui es prise. J'étais super contente. Et je ne savais pas à quoi m'attendre en fait. Je ne savais pas que personne ne savait que ça allait avoir un succès et durer aussi longtemps. Et durer aussi longtemps, c'est presque 6 ou 7 ans, ce qui est, je crois, à peu près, même un peu plus que ça. Oui, non, je dis des bêtises. 15 ans. Oui, 15 ans, oui. J'ai 6 ou 7 ans, n'importe quoi. Je sais pas où j'ai été chercher cette info-là. Pas grave. Au fin fond de ma tête. Ouais, puis donc voilà, avec Virginie Lemoine, bien sûr. Christian Charmetan, Ginette Garcin. Et oui, voilà, Ginette Garcin, je voulais justement arriver à Ginette Garcin. Une petite pensée parce que c'est une belle, très très belle comédienne que Ginette Garcin. Qui avait un rôle quand même bien particulier de mamie, un peu mamie à la Tati Taniel un petit peu, et c'était bien agréable ce film. Alors c'est vrai que ça a parlé aussi au public, je pense, aussitôt, les gens se sont... Ouais, parce que je pense que c'était une série qui était extrêmement fédératrice dans la famille, c'est-à-dire qu'elle pouvait être regardée par la famille entière, multigénérationnelle, tout confondu. Et elle soulevait des questions de société actuelles de l'époque qui permettaient aussi certainement, à mon avis, d'ouvrir le dialogue à la suite de l'épisode dans les familles sur des sujets qui n'étaient pas forcément toujours évidents concernant les jeunes. Je ne sais pas, par exemple, le harcèlement scolaire, j'en prends un comme ça, mais un jeune à l'école qui se fait harceler n'a pas forcément... la facilité d'en parler, de s'ouvrir. En plus, comme c'est quelque chose de très dur, il va se refermer, les parents vont pas comprendre. Et peut-être qu'avec ce genre de film, puisque ça passait par d'autres personnages, c'était plus simple de tout d'un coup aborder le sujet. Ou d'autres sujets, l'alcool, l'anorexie, plein de choses, plein de sujets intéressants qui permettaient, à mon avis, aux familles de dialoguer. De dialoguer, ouais, voilà, d'ouvrir le dialogue en intrafamilial. Quel a été ton rôle le plus important dans ta carrière, enfin le rôle vraiment qui t'a le plus touché? Je pense alors, Marie, mais moi, j'aime tous mes personnages. C'est un petit peu compliqué de faire un choix parce que j'ai toujours appris à aimer profondément mes personnages dans mes formations et ça a fortement marché. Donc, mais en tous les cas, je pense que le tournage qui m'a... je ne vais pas trop réfléchir, tu vois, qui m'a le plus marqué d'un point de vue très personnel. C'est la première fois que j'ai vraiment tourné avec mon père, Pierre Moulin, et les retrouvailles dans la cellule où on se découvre. Et où, d'une certaine manière, mon père, en écrivant cet épisode, faisait un petit peu un mea culpa vis-à-vis du fait que mes parents m'ont parfois un peu délaissé dans leur vie d'adulte. Et ça m'a énormément touchée. Et quand je revois cette scène, elle est très émouvante parce que c'est réellement un mélange de fiction et de réalité, ce qu'on se dit. C'est un petit peu ce qu'on aurait pu se dire en face à face si on n'avait pas été comédien et qu'on avait eu le courage à un moment donné de se dire les quatre vérités, quoi. Et il m'a donné un moyen de finalement lui dire un peu ce que je pensais à travers les personnages. Donc ça reste quelque chose de très émouvant pour moi. D'accord. J'en suis où, moi? T'as depuis quelque temps aussi endossé le rôle de réalisatrice. Tu peux nous parler déjà le choix de passer derrière la caméra et puis du premier court-métrage, Trop contente? Oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé... Bon, déjà, c'est vrai que je vais pas faire de langue de bois. Quand on vieillit, qu'on est comédienne et il y a beaucoup moins de rôles. On travaille moins, on est moins appelé. C'est plus dur, vraiment. Parce qu'il y a moins de rôles, parce qu'on est moins représenté, même si c'est en voie de changer. Pour l'instant, les femmes d'une cinquantaine d'années sont peu représentées à la télévision. Et puis, il y a moi aussi qui ai évolué, qui grandit, qui mûrit. Et c'est vrai que, parce que j'étais à 20, 30 ans, d'aller
d'aller faire des haha, riri, rojo dans les soirées, dans les machins pour décrocher quelques jours par-ci, quelques jours par-là et que ça m'amusait. Aujourd'hui, ça m'amuse un peu moins. Et dépendre comme ça du désir de tout un tas de personnes avant de pouvoir non seulement travailler, parce que c'est important pour soi-même de travailler, d'être utile, d'être là, quoi, mais aussi de vivre, de manger très concrètement, quoi. C'est vrai que ça me perturbait un petit peu. Je me disais, et puis mon père m'avait dit, tu sais, à un moment donné, il va falloir que tu bouges autrement parce que ça va devenir très compliqué. Moi, je ne le croyais pas vraiment à l'époque. On est dans le moment présent, on s'en fout, quoi, puis c'est bon, les parents. Et bon, ça s'est révélé être vrai, effectivement. Donc, et puis, il y a aussi un moment donné, on a envie de dire ce qu'on a à dire nous. Oui. Et c'est chouette de dire les mots des autres, mais à un moment donné, ça manque de s'exprimer aussi. On n'est plus mûr, on n'est plus, plus en confiance avec soi-même. On est prêt un peu à livrer certaines choses. Donc, déjà, il y avait tout ça. Et puis, j'ai travaillé avec un collectif d'artistes espagnols l'année dernière, pendant 6 mois. Et ce collectif nous a poussé à passer à l'action et donc nous a lancé le challenge de faire un film. Donc c'est comme ça que c'est venu. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que j'ai mûri pendant des années, des mois, et c'est à leur demande que je passe à l'action. Et on avait des contraintes assez lourdes puisqu'ils nous ont donné 1 mois et demi. C'est-à-dire que quand ils nous ont un peu balancé la bombe en disant voilà, maintenant vous écrivez un film, vous le réalisez, vous constituez une équipe, vous faites tout comme un projet professionnel. Et c'était le 5 juin 2023 et il sera diffusé dans un cinéma de Madrid dans le cadre d'un petit festival le 20 juillet. Donc, ça laisse pas beaucoup de temps pour tout réfléchir, en fait. Oui, j'imagine. C'est une deadline qui est presque impossible à tenir. Presque impossible, ouais. C'est vrai que, mais malgré tout, on a tous joué le jeu. On devait donc tourner avec du matériel professionnel, avec une équipe professionnelle. On ne devait pas connaître plus de 2 personnes dans l'équipe. Le film ne devait pas faire plus de 8 minutes. Et il devait avoir un début, un milieu, une fin. Voilà, ouais, donc un vrai film, quoi. Un vrai challenge et franchement j'ai eu le sentiment que j'étais accompagnée par une force de l'au-delà pour ne citer personne et ça a été vraiment un super moment pour moi, même si j'ai pas dormi pendant 1 mois et demi. J'ai pris 1 semaine pour écrire mon film, donc déjà j'ai dit bon, qu'est-ce que je veux raconter? Je veux raconter quelque chose qui m'appartient, quelque chose d'authentique. Je veux pas que ça soit triste, je veux que ça soit gai, je veux que ça soit profond en même temps. Donc tout ça est sorti assez naturellement. En une semaine, j'avais écrit le scénario, je m'étais donné une deadline. Ça ne pouvait pas prendre plus de temps parce qu'après, il fallait que je pitch pour trouver le matériel, pour trouver les gens qui me suivent. Donc voilà, j'ai appris à pitcher. J'ai eu une chance inouïe parce que j'ai pu être en contact avec Thierry Arbogast qui m'a permis de rencontrer lui n'était pas disponible pour faire la photo, mais il m'a permis de rencontrer son cadreur, René Pierrot, voilà, j'ai pitché le projet et il a été emballé, donc il m'a suivi. Donc du coup, tout s'est vraiment bien enchaîné parce que, comme Thierry Arbogast, c'est un chef-op très connu qui fait beaucoup de films, donc il loue beaucoup de matériel en permanence pour tous les films. Donc du coup, j'ai pu avoir tout le matériel gratuit par Next Shot, que je remercie encore ici. Donc voilà, ça s'est super bien enchaîné. Le seul gros, j'ai énormément appris, parce que malgré le fait que je sois sur les plateaux, c'est vrai que je ne connaissais pas l'ordre des choses en fait, et je me suis aperçue que ce qui est le plus important au départ, c'est déjà déterminer les décors, parce que c'est beaucoup plus compliqué à avoir, surtout quand on n'a pas d'argent. Les gens, ils sont très réticents à prêter un lieu, parce que à juste titre ou pas, j'en sais rien, mais c'est vrai que une équipe de tournage fait peur et donc voilà, donc j'ai failli pas tourner à cause des décors, et puis j'ai été sauvée par ma belle-mère qui m'a finalement prêté ses bureaux. Vraiment j'étais à 2 doigts de jeter l'éponge parce que le tournage arrivait, tout était prévu, je n'arrivais pas à caler la date en fait parce que j'avais pas les décors, parce qu'on peut pas faire le découpage si on n'a pas les décors. Bref, et ouais, tout c'est des maillons quoi.
Et voilà. Bon, en tous les cas, je vais pas m'étaler 100 ans parce que j'imagine que le temps est compté, mais l'aventure a été vraiment, vraiment géniale. Et là, j'ai un petit peu plus galéré sur la post-prod parce que j'ai livré le film. On n'a pas beaucoup travaillé sur la post-prod parce qu'on avait plus le temps et je me suis dit, c'est pas grave, je le livre et on y reviendra. Et alors après, ça a été plus compliqué. J'ai pas trouvé les gens. J'ai demandé beaucoup d'aide à droite, à gauche, sans argent. Mais bon, les gens ont des priorités. Donc voilà. Et là, ça y est, j'ai trouvé une super étudiante. Ouais, j'ai rencontré plein de jeunes aussi. Ouais. Donc ça, c'est formidable. Bon, j'ai pu mélanger avec des plus anciens de la profession, comme René Pierre, et mettre le pied à l'étrier à ces jeunes qui sont tous plein de rêves et de super bonne volonté d'y arriver, quoi. Donc, il y avait une méga énergie. Et en fait, le titre Trop contente s'est répandu dans l'ambiance de toute l'équipe et on était tous vraiment super contents. Et là, cette fille Emma, qui fait de la post-mixage, montage son, est en train de régler les dernières choses en post-prod sur le son qui était un petit peu faible. Même si on le considère comme le parent pauvre, je trouve qu'un son amateur, c'est très dommage, ça amateurise tout le film en vrai, quoi. Ouais, ça. Soit au top. Donc voilà, on finit de faire ça là ces jours-ci et ensuite je l'envoie en festival. En festival pour l'ensemble des festivals de court-métrage et se faire connaître un peu plus. Exactement, et puis pour donner une vie à ce film. Oui, aussi, ouais. Qui, à mon avis, le mérite. Et voilà, il a une très belle énergie et je dis pas ça parce que c'est mon film, c'est pas mon film, c'est notre film. Il est porteur d'un message positif et je crois qu'en ce moment on en a besoin. Voilà, une chose. À l'heure actuelle, je crois que oui, ouais. Je crois que le positivisme est de rigueur, à mon avis. Il faut le cultiver, quoi. Avant de se quitter, on va dresser un portrait chinois plus culturel du coup, et artistique de Samantha Régnier. Peux-tu me dire quel est ton livre préféré? Alors, je vais pas trop réfléchir parce que. Il faut pas d'ailleurs. Voilà. Et alors je vais dire Lolita de Nabokov. Lolita de Nabokov. Ton film préféré? Un film de César et Rosalie. César et Rosalie. Et enfin, ta chanson préférée? Space Oddity. Space Oddity de David Bowie. Eh ben merci infiniment Samantha pour d'avoir accepté d'ouvrir cette saison de rencontres. On va se quitter justement avec Space Oddity. Du coup, ça va être le petit cadeau de la fin. Tu pourras écouter ça à la fin de l'interview après. C'était donc Rencontre avec Samantha Régnier. Au revoir. Au revoir Franck, merci encore. Belle journée à tous. Ciao. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time
spaceship